mettra en route. En tout cas, merci à tous pour votre présence. C'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec les médias et la presse, d'autant plus que nous partageons un peu le même ADN, puisque nous sommes nous-mêmes des providers d'informations. Alors, très rapidement, l'objectif de la conférence est, en tout cas dans sa grande majorité, c'est le lancement d'un programme qui est un programme international et que nous allons appliquer au Maroc, qui notamment touche les sujets, les problématiques des délais de paiement, qui, comme vous le savez, sont des sujets d'actualité, un sujet que l'ensemble de nos entreprises vivent au quotidien et pour lequel, en tout cas, nous participons à notre échelle, d'autant plus que c'est un sujet qui est pris en charge par l'État à travers la mise en place, comme vous le savez, de l'Observatoire des délais de paiement dont nous sommes également partie prenante. Peut-être avant de rentrer dans le détail sur ce programme, je vais reprendre un peu ce que nous faisons, puisque un certain nombre d'entre vous collaborent déjà avec InfoRisque, et je pense que vous connaissez mieux que moi mon collègue Amin Djouri, qui est plus présent. Et par rapport à aujourd'hui, on voulait faire quelque chose de plus officiel. Et puis, cette conférence sera suivie la semaine prochaine par une conférence qui sera beaucoup plus large et pour laquelle nous avons des partenaires institutionnels, des partenaires financiers, et nous souhaitons avoir une présence importante de PME, puisque le sujet des délais de paiement touche dans un premier temps les PME. Donc je vous propose de dérouler la conférence et bien évidemment après on ouvre des questions-réponses et un débat si vous envisagez de nous poser un certain nombre de questions. Alors qu'est-ce que nous sommes, hein, rapidement, je vais aller vite parce que je crois que ce n'est pas le but du sujet, mais en même temps ça place un peu le contexte et je pense que c'est important de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la data aujourd'hui, qui est présente partout et qui en tout cas aujourd'hui va devenir un point central, pas uniquement au niveau des entreprises, mais aussi au niveau du secteur bancaire, financier, des relations internationales. Donc nous sommes, ce qu'on appelle un acteur de la data economy. La data economy, c'est quoi? C'est une entité qui collecte la data autour des entreprises. Nous sommes un acteur indépendant et nous essayons d'apporter aux décideurs une vision qui soit une vision prospective et contextualisée des enjeux de l'économie. Donc nous allons agréger tous les jours une masse importante de données, mais essentiellement focalisée sur les entreprises. Alors dans un contexte qui est assez quand même global, mondialisation, big data, machine learning, intelligence artificielle, nous essayons de donner du sens à cette information, donc nous collectons tous les jours, nous l'agrégeons, nous l'analysons et nous l'enrichissons pour en faire une information intelligente et un outil décisionnel pour les entreprises, les directions générales et les directions opérationnelles. Alors tout ça se traduit avec des chiffres que vous avez dans les présentations. C'est juste pour vous donner une idée de l'importance du flux de données que nous devons tous les jours traiter pour rendre cette information intelligente. Alors cette information, parfois on la partage avec vous lorsqu'on parle des délais de paiement, lorsqu'on parle des difficultés d'entreprise, lorsqu'on veut faire un focus sur un secteur, lorsqu'on veut parler aussi des défaillances d'entreprise, donc c'est important, ça donne un peu une température de la situation économique d'un pays. Et ce que l'on a fait aussi, c'est que cette donnée n'est plus uniquement locale, elle est devenue maintenant internationale à travers une JV que nous avons avec notre équivalent, notre homologue européen et français qui s'appelle Altares, qui lui-même nous donne accès à une base mondiale de données qui refait en fait le même travail que ce que nous faisons au niveau local, sauf que nous l'avons au niveau mondial. Alors, pourquoi je fais cette introduction? Pour dire que dans la masse de données, nous sommes un peu un équivalent d'un Facebook des entreprises, et cette donnée, il faut lui donner du sens, et c'est un peu ce que nous faisons à travers la réponse à 3 questions. Lorsque vous travaillez vous-même avec une contrepartie, alors le premier réflexe que vous allez avoir, vous allez dire avec qui je travaille.
Donc c'est la question de ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. Donc ça peut être un client, un fournisseur, et c'est une question d'autant plus importante qu'aujourd'hui elle prend une dimension internationale. J'étais à la conférence lundi, parce que je suis moi-même membre du conseil d'administration de la CGEM, parce que je suis président d'une commission, la commission intelligence économique. Le ministre des Finances commence à parler d'échange d'informations entre l'étranger et le Maroc, de regroupement d'informations. Ben, le KYC, c'est aussi ça. Je vais vous donner un exemple. Vous travaillez avec une entreprise, je ne sais pas moi, turque. Il s'avère que le bénéficiaire final de cette entreprise est un Iranien. Cet Iranien a une sanction internationale par les États-Unis. Vous travaillez avec lui, vous avez un problème. Donc la data devient quelque chose de central, d'accord, dans les échanges inter-entreprises. Le deuxième point, lorsque vous avez travaillé avec quelqu'un, c'est d'évaluer sa solvabilité. Est-ce qu'il est solvable? C'est-à-dire, est-ce qu'il va vous payer? Est-ce qu'il a les capacités? Si vous avez on va dire un marché avec lui, si ce marché il est de 10 millions de dirhams, alors que lui, sa capacité de payer des fournisseurs, elle est uniquement de 2 millions, peut-être qu'il faut faire attention. Et donc, on répond aussi à ce problème. Et puis, le troisième point, une fois que vous savez avec qui vous travaillez, une fois que vous vérifiez que cet opérateur est solvable, ben vous devez bien évidemment être payé dans les temps. C'est le sujet que nous allons approfondir par la suite. Et c'est un sujet qui aujourd'hui est en train de peser sérieusement sur le financement et sur les trésoreries des entreprises. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous faisons localement et nous pouvons aussi le faire mondialement, justement à travers l'accès à une base beaucoup plus internationale qui est de l'ordre de 330 millions d'entreprises, qui couvre 220 pays, qui a plusieurs milliards de bilans collectés. Et cet échange de données, il va se faire bien évidemment aussi à l'avantage de nos TPE et PME. C'est-à-dire que nous voulons démocratiser l'accès à l'information, même à des toutes petites entreprises, qu'elles travaillent avec un fournisseur, avec un client, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui devient central. Alors, peut-être quelque chose que les gens savent très peu, et je pense que vous allez être extrêmement sensible à ce point, c'est que dans un premier temps, nous pouvons donner l'information dans le monde entier à nos TPE-PME, mais dans le même esprit, nous rendons visibles les TPE-PME au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise au Japon, en Allemagne, aux États-Unis qui veut se renseigner sur une PME marocaine, elle passe par nous. Donc nous sommes aussi un tiers de confiance. Lorsque vous avez un grand groupe comme Peugeot ou Renault qui veut fiabiliser ou connaître la santé financière de ses fournisseurs, ben, ils vont, à ce titre, passer par le réseau DB qui lui-même arrive chez nous pour fiabiliser une chaîne de fournisseurs. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que de la même manière, aujourd'hui au Maroc, vous avez sûrement entendu parler du maintien de la note de S&P, même de l'outlook positive sur le Maroc en termes d'investment grade. Il y a aussi une amélioration du doing business. Donc ça, c'est une vision macro. Ben nous donnons une vision qui va beaucoup plus en termes de capillarité. Elle descend d'un cran, elle descend au niveau de la PME. Donc nous sommes un peu une agence, pas de rating des PME, oui, mais nous faisons des scores sur l'ensemble de nos PME, des scores de solvabilité, des scores de défaillance, qui sont approuvés et validés par DNB. Nous le faisons en partenariat avec eux grâce à la qualité de la donnée que nous avons. Et ces scores permettent à nos PME aussi d'être vendus à l'étranger. Et je ferai un focus là-dessus sur les délais de paiement par la suite. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, puisqu'on vous expliquera comment, de l'étranger, les gens voient nos PME marocaines. Alors, voilà le contexte. Connaître sa contrepartie, voir si elle est solvable, et bien évidemment, parler des délais de paiement par la suite. Et c'est sur ce point en particulier que nous allons faire un focus, donc sur les trois piliers. Le dernier, qui aujourd'hui, en tout cas, qui est l'objectif de notre réunion et l'objectif de la conférence que nous allons faire la semaine prochaine. Et vous verrez que ce lancement de ce programme intervient en tout cas dans un très bon timing, puisqu'il vient dans la continuité de ce que le ministère des Finances a fait récemment
en publiant des délais de paiement sur les établissements publics. Et je ne sais pas si vous étiez là lundi, le ministre a interpellé le secteur privé en disant mais vous alors qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est peut-être pas le moment de lui annoncer que ce qu'on fait, ben, c'est exactement ce qu'il attendait de nous, à savoir faire l'équivalent sur le secteur privé. Donc je vais peut-être, si tu as un complément à donner sur ces trois grands piliers, et puis je reprendrai ensuite la main sur la présentation. Alors, bonjour à tous. Je me présenterai Amin Diouri, donc je suis responsable en charge du programme d'Untrade Maroc. On rentrera dans le détail par la suite de ce programme. Je voulais juste apporter un complément d'information justement sur la partie KYC Compliance. Vous le savez certainement tous, c'est une composante importante aujourd'hui du PLF 2020, notamment sur la partie KYC, connaître le bénéficiaire effectif d'un compte. Donc aujourd'hui, on a les outils via justement Dun & Bradstreet pour apporter des réponses aux banques et leur permettre justement d'identifier qui est le destinataire final d'un compte et pouvoir permettre à la banque ensuite d'échanger avec l'administration sur le bénéficiaire des comptes. Voilà. C'était juste un complément. Je repasse la main et je reprendrai la suite. Ah ben, très bien, j'enchaîne tout de suite. Alors, je disais en introduction donc, que je suis responsable du programme d'Untrade Maroc. Je pense que je suis assez légitime pour en parler. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, je pense que vous savez tous que les délais de paiement, c'est un peu mon dada. J'en parle un peu partout quand j'ai l'occasion d'en parler parce que pour moi, effectivement, c'est un problème central de nos entreprises. Un point central de blocage aujourd'hui, puisque quand on demande aux banques de financer les entreprises, quand on demande aux entreprises d'exporter, d'investir, de recruter, si elles n'ont pas la trésorerie nécessaire pour le faire, évidemment, elles ne le feront pas. Et cette trésorerie, aujourd'hui, elle souffre de la question des délais de paiement. Alors, qui souffre et qui est à l'origine de cette source de souffrance, entre guillemets? Vous voyez ici un premier graphe qui est celui de l'évolution du crédit interentreprise au Maroc. On voit bien qu'il a fortement évolué de 2010 à 2017. On aura les chiffres 2018 très prochainement. Mais déjà, on voit une augmentation de plus de 50% sur quasiment 10 ans. Sachant qu'à un moment donné, en 2015, le crédit interentreprise privé a dépassé l'encours du financement bancaire desservi aux entreprises. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le premier mode de financement des entreprises. Alors, les entreprises qui souffrent le plus de ce problème aujourd'hui, c'est qui? C'est les TPE. Parce qu'on le voit très bien, des délais de paiement qui dépassent, qui arrivent entre 6 et 8 mois. Viennent ensuite les PME avec des délais de paiement beaucoup plus courts. Et évidemment, viennent en dernier les grandes entreprises qui, elles, ont une particularité, c'est qu'elles sont payées beaucoup plus tôt qu'elles ne payent elles-mêmes leurs fournisseurs. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un petit souci. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau de la répartition du crédit interentreprise. Aujourd'hui, ce crédit interentreprise est possédé, entre guillemets, c'est 47% de grandes entreprises, 32% de PME, et le solde, évidemment, c'est la TPE. Donc, la TPE, c'est une petite part du crédit entreprise, mais celles qui subissent, in fine, ce délai de paiement. Alors, maintenant, quand on se pose la question, pourquoi ce délai de paiement? Les causes. Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est un contexte culturel? Oui. Dans le cadre du Duntrade, aujourd'hui, je rencontre énormément d'entreprises, de chefs d'entreprise, de DAF, qui me disent mon client, il a la trésorerie pour me payer, mais il ne le fait pas. Et c'est une mauvaise pratique, et c'est comme ça, et il faut le subir, et c'est pas autrement. La deuxième, alors, j'ai parlé de la mauvaise pratique, évidemment, ça peut être aussi, il ne faut pas être de mauvaise foi, une question de problème de trésorerie, c'est-à-dire que cette entreprise elle-même attend que son client la paye, et donc elle a effectivement un problème de trésorerie, sachant que derrière, les banques n'ont pas fait augmenter leur encours de manière concomitante à l'encours au crédit interentreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un blocage au niveau de la trésorerie de ces entreprises. L'autre question qui peut se poser, et c'est une question qui se posait à un moment donné, c'était l'État, mauvais payeur, via les marchés publics, nous paye hyper tard avec beaucoup de retard de paiement. C'est plus trop le cas aujourd'hui, puisque quand on regarde les chiffres officiels, quand on regarde effectivement les dernières publications sur le site de l'Observatoire des délais de paiement, on voit qu'effectivement, qu'en matière de délais de paiement des collectivités territoriales et même des entreprises et des établissements publics, il y a eu une nette amélioration entre 2016 et 2018 des délais de paiement. Donc de ce côté-là, effectivement, bien entendu,
On voit toujours le verre à moitié vide. Certains me diront qu'il y a tout un process avant que la facture rentre dans le process de paiement. Mais en attendant, effectivement, de manière effective, les chiffres se sont améliorés sur la partie publique. Quid du privé maintenant? C'est la vraie question, puisque, comme l'a dit Khaled Ayouch à l'instant, les efforts aujourd'hui sont concentrés sur les délais de paiement publics, mais de notre côté, c'est-à-dire la partie entreprise privée-privée, les relations privées-privées, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments effectifs pour essayer d'améliorer les choses. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a des lois. La loi 3210, la loi 4915, la loi 3210 qui n'a jamais été appliquée, la loi 4915 qui a été adoptée en 2016 et qui a attendu jusqu'à cette année l'arrêté de publication pour les pénalités de retard. Sachant qu'il y a encore d'autres arrêtés qui sont attendus, c'est pas ça qui va, de manière effective, régler le problème. Il n'y a pas non plus, quand on regarde bien le PLF 2020, il n'y a pas de mesures fiscales proposées pour essayer de contrebalancer aujourd'hui les effets positifs, négatifs de ces retards de paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mauvais payeur, il a la possibilité de déduire fiscalement de déduire les créances qu'il doit payer, qu'il n'a pas payé, mais il a un avantage fiscal et il a un avantage de trésorerie puisque finalement il paye avec beaucoup de retard. Et c'est l'inverse pour celui qui subit, c'est-à-dire qu'il doit payer des impôts dessus et en même temps il n'a pas récupéré le cash qui va lui permettre de survivre. Et puis finalement la vraie question qui se pose, la question des délais de paiement, pour être clair, c'est un rapport de force entre un gros et un petit. Aujourd'hui, qui protège le petit? Voilà. Qui permet au petit de s'exprimer, de dire qu'il y a un problème et de pouvoir dire ça suffit, il faut des solutions. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui on essaye d'apporter une solution via le Done Trade. Je vais repasser la main à Khaled Ayouch pour qu'il nous introduise. Donc, Aline a présenté le contexte, je pense qu'il parle de lui-même et vous le connaissez tous. Et c'est là où, en tout cas, nous, on va essayer d'apporter. Alors, il faut savoir que partout dans le monde, on a vu les benchmarks, on a l'avantage effectivement de pouvoir en bénéficier via notre partenaire. Il y a deux manières de lutter contre les délais de paiement. Il n'y en a pas 10 000. Il y a l'information. Et c'est typiquement ce qui a été initié par le ministère des Finances. C'est-à-dire que lorsque vous allez travailler avec une contrepartie, vous allez dire écoutez, maintenant on sait que tu payes mal ou que tu payes à tel délai, et ça pose un sujet. Moi, ce délai ne me convient pas, soit je le renégocie, soit je mets un engagement sur un délai plus court, soit je ne veux pas travailler avec toi parce que tu payes trop mal. Et puis en même temps, on se dit que lorsque le client sait que tout le monde sait, lui-même il va peut-être se remettre un peu en question. Et je crois que c'est exactement dans cet esprit que le ministère des Finances a publié les premiers chiffres. Donc nous, on veut faire la même chose dans le privé. Et de ce point de vue-là, on reprend ce qui se fait ailleurs. Donc deux manières de lutter contre les délais de paiement, l'information, c'est le sujet dont nous allons parler, et la sanction. Bon, la sanction, c'est pas notre... il n'y a que l'État qui peut prendre une initiative là-dessus. Donc c'est des sanctions qui peuvent être prises contre les mauvais payeurs. Mais en tout cas déjà, je pense que la première étape, c'est d'avoir la bonne information. Parce que c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que ça. Alors, le programme, c'est un programme que nous allons détailler. Il est opérationnel. Donc aujourd'hui, nous n'arrivons pas avec quelque chose de théorique. Nous l'avons déjà initié depuis quelques mois au Maroc. Il y a un retour qui est extrêmement positif. Après, il y a la mise en place qui peut être un peu plus lente. Mais en tout cas, l'esprit, l'idée est extrêmement bien, en tout cas, accueilli. Il est concret, il est présent aujourd'hui dans 47 pays, avec des partenaires dans le monde entier. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un partenaire. Il est basé sur l'échange et le partage d'informations. Là aussi, on va vous détailler ça. Et c'est un programme qui est adapté à des pays typiquement dans notre situation, qui connaissent des gros problèmes de retard de paiement, mais qui en même temps sont à un niveau de maturité, de circulation de l'information suffisamment important. Donc il faut qu'il y ait le mix des deux. D'ailleurs, c'est une initiative, je pense que nous sommes les premiers en Afrique à le lancer. Et puis, bien évidemment, c'est un programme qui va permettre d'avoir enfin des chiffres précis, détaillés. Et à titre d'exemple, puisque l'on parle beaucoup de l'Observatoire des délais de paiement, il faut savoir que l'Observatoire des délais de paiement au Maroc
et en partenariat avec l'Observatoire des délais de paiement français. Et l'Observatoire des délais de paiement français est alimenté exactement par ce programme, en tout cas en termes de crédit inter-entreprise dans le secteur privé. Donc nous nous inscrivons complètement dans la démarche et dans l'actualité du sujet. Alors, ce programme qui est basé sur des partenaires et qui est sur un certain nombre de pays nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 400 millions d'expériences de paiement calculées dans le monde. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une expérience de paiement. Ces 400 millions sont basés sur des milliards de données de factures entre un client et son fournisseur. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons typiquement, à travers ce programme, nous savons comment des entreprises marocaines payent des fournisseurs à l'étranger. Alors qu'au Maroc, nous ne savons pas comment les clients payent leurs fournisseurs au Maroc. C'est très intéressant, parce que si vous prenez par exemple le chiffre de l'ONE, beaucoup de gens se plaignent du délai de paiement de l'ONE, d'ailleurs il est aujourd'hui officiel, puisqu'il apparaît sur les chiffres qui ont été publiés, mais c'est une moyenne pondérée. Alors, lorsqu'on parle aux opérateurs marocains, ils vont dire non, non, nous on a des délais beaucoup plus longs, parce que dans cette moyenne, il y a aussi la partie internationale. Et donc nous allons rentrer dans des niveaux de détail beaucoup plus précis. C'est-à-dire que nous serons capables de faire la part entre le local, l'international, le secteur, le type de fournisseur, la taille de l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, c'est assez paradoxal, nous avons un petit millier d'entreprises marocaines, nous savons comment elles payent l'étranger, elles le payent en général mieux que le local, parce que justement cette information vient de l'étranger, comme je vais vous expliquer le fonctionnement par la suite. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous êtes un fournisseur. Donc, typiquement, vous êtes un support média, hein, c'est le fournisseur A. Et vous avez des clients. Donc le client 1, le client 2, le client 3, le client X. Donc le client 1, c'est l'agence qui vous paye vos publicités sur tel support. Et puis le client 2, c'est une deuxième agence. Et puis le client 3, c'est une troisième agence. Et puis à un moment, on va voir un autre fournisseur. Donc un autre support, qui lui aussi travaille avec la même agence, typiquement le client 1. Et puis on va voir encore un autre support, et puis cet autre support travaille aussi avec la même agence. Et petit à petit, on va construire autour du client 1, donc de l'agence en question qui vous paye tous. Vous allez commencer à voir comment elle paye, d'accord, les différents supports. Donc vous allez voir que soit elle paye tout le monde mal, c'est-à-dire qu'elle met énormément de temps, soit vous allez voir qu'elle paye mieux un autre par rapport à vous, vous allez appeler et lui dire écoutez, moi je ne comprends pas pourquoi je suis payé de manière beaucoup plus lente. Et petit à petit, vous construisez comme ça un comportement de paiement, donc une expérience de paiement. C'est un peu le chiffre que j'ai donné, plusieurs milliards d'informations de ce type qui nous permettent de construire une expérience de paiement. Et autour de cette expérience de paiement, on peut bien évidemment, à terme, avoir des bons, des moins bons payeurs, donner une voix aux TPE, PME. Je crois que c'est ça qui est intéressant, puisqu'on peut aller voir un fournisseur qui est une toute petite entreprise, qui travaille avec un très gros, et quelque part, elle donne sa voix à travers un système qui permet donc de savoir comment les clients la payent. Bon, c'est le schéma rapide. Après, la mise en place est plus complexe parce qu'il faut se baser sur des systèmes comptables extrêmement précis parce qu'on est quand même un tiers de confiance sur cette cinématique de flux de données. Mais c'est un peu comme ça. Nous avions des fournisseurs étrangers qui travaillaient avec des clients marocains. Et donc, à travers ce programme, nous avons su comment les clients marocains payent l'étranger. Alors, quelle est la cible des TPE, PME, bien évidemment, que nous visons? Alors déjà, c'est un programme qui est gratuit, c'est-à-dire que n'importe quel TPE, PME peut adhérer. Maintenant, on lui donne des avantages dans lesquels je ne vais pas rentrer, notamment pour mieux gérer demain sa trésorerie. Mais typiquement, l'entreprise type qui peut être intéressée, c'est une entreprise qui est au minimum structurée, parce que derrière, elle a des engagements de fourniture de données, donc un service comptable avec un minimum de processus en interne. Idéalement, tous les secteurs confondus, parce que si demain on veut savoir comment paye le secteur de la distribution, du transport ou de l'agro-industrie, donc il faut taper sur un maximum de secteurs donc suffisamment large. Bon, ça c'est notre métier, nous connaissons bien les cartographies sectorielles, etc. Dans les secteurs, ça peut être aussi l'État. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on va pouvoir même challenger les chiffres qui sont donnés par l'État. Typiquement, l'État donne des chiffres, mais derrière, il y aura des entreprises qui travaillent avec l'État.
Et donc c'est une manière de recouper l'information entre les chiffres publiés par le public et la réalité du terrain. Ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Et puis, bien évidemment, des entreprises qui ont un maximum de contrepartie, puisque plus elles ont de contrepartie, plus derrière vous allez collecter de la donnée et plus vous allez pouvoir aller en profondeur dans vos analyses. Alors, c'est quelque chose, franchement, ça peut paraître un peu théorique, mais c'est quelque chose qui tourne. D'ailleurs, les chiffres que je vous ai donnés sur l'international le prouvent. Et c'est cette donnée qui, en tout cas, dans des pays anglo-saxons, c'est quelque chose d'extrêmement fluide. C'est-à-dire que si vous avez derrière un délai très long, les fournisseurs ne travaillent pas avec vous. En tout cas, ça commence très vite comme ça. Lorsqu'on signe un contrat, ils regardent le trade, le délai, et puis sur la base de ce délai, ils négocient ou pas le contrat sur lequel ils travaillent. En France, ils ont rajouté à ça des sanctions, mais c'est cette information qui est utilisée d'un point de vue officiel au niveau de l'État sur le secteur privé. Et donc l'objectif, c'est de faire exactement la même chose. Et de toute façon, je ne vois pas comment on peut attaquer le problème, en tout cas sur le pilier de l'information autrement. Et je crois que c'est un prérequis indispensable si demain l'État veut aller plus loin. Parce que sans une bonne information, vous ne pourrez pas. En tout cas, ça serait dangereux de sanctionner. On ouvrirait la voie à quelque chose de non maîtrisé. Alors, on va peut-être... je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, vous voulez qu'on les laisse vers la fin, parce qu'on va rentrer un peu sur tous les avantages que le programme peut apporter, et puis peut-être qu'on laisse des questions par la suite. D'accord. Alors, juste peut-être un petit sujet, oui, parce que j'étais toujours, je fais le lien avec, avec le point qu'il y a eu avec la CGEM, et je pense qu'à un moment, le président de Tija Wafa Bank a parlé un peu de tout ce que fait le GPBM par rapport au PME, et il a clairement soulevé la question de ces fameux 400 milliards. 400 milliards qui ne tournent pas. 400 milliards qui aujourd'hui posent même au financement un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur bancaire, il a vocation à financer des projets, de l'extension, du développement, mais il n'a pas à financer un BFR. C'est-à-dire qu'il n'a pas à financer un délai de paiement. Donc cette question est plus que centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur financier, s'il s'amuse demain à financer lui-même une problématique de place et qui fait que le crédit inter-entreprise ne diminue pas, je pense qu'à un moment, il va aussi atteindre les limites de en tout cas de son rôle de financier de l'économie. C'est un sujet qui a été clairement expliqué par Sig Tiani pendant la conférence. Alors, peut-être expliquer les conséquences de ce programme d'un point de vue macro, micro. Je te laisse peut-être parler et puis je reprendrai la parole par la suite. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans les avantages, je sais déjà, je me doute déjà que dans votre esprit, vous vous dites peut-être que c'est hyper théorique. Je vais vous répondre directement puisque comme je suis en charge de ce programme, j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà depuis quelques mois presque une centaine d'entreprises, PME, grandes entreprises, justement, et leur présenter ce programme. Et vous allez être surpris, mais j'ai reçu un accueil très favorable, c'est-à-dire que on a déjà lancé de manière effective ce programme, c'est-à-dire qu'il n'est pas théorique sur le papier aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà des partenaires qui ont signé, qui acceptent de jouer le jeu. On a des entreprises, quelle que soit la taille structurée, qui acceptent de jouer le jeu du done trade. Et donc, je vous dis, la perception de ce programme, il est très positif, parce qu'aujourd'hui, ils voient à travers ce programme la possibilité, justement, de dénoncer, entre guillemets, de mauvaises pratiques, c'est-à-dire les retards qui s'allongent éternellement. C'est de manière anonyme. Alors attention, c'est très important ce programme. Toute l'information, d'ailleurs c'est pour ça que je ne cite aucun nom de partenaire, ce programme est anonyme. Toute l'information diffusée dans ce programme est anonymisée et elle est diffusée par la suite sous forme de délais moyens. C'est important de le préciser. Donc c'est un programme qui est effectif, qui marche, qui a des partenaires, qui a des futurs partenaires qui vont adhérer dans les prochaines semaines. Donc c'est un programme qui fonctionne, avant même son lancement officiel, avant la conférence. Alors maintenant, le programme en lui-même, il se place dans un environnement, dans un écosystème qui est celui de l'Observatoire des délais de paiement. Très rapidement, je pense, des premières statistiques vont sortir. Aujourd'hui, il
faut être très clair, les seules statistiques qu'on peut publier sur le privé, c'est des chiffres de délai de paiement calculés à partir de données bilancielles. Ce n'est pas du tout ce qu'on propose aujourd'hui. On est sur une approche directe de l'information provenant de l'entreprise partenaire. Et grâce à cela, on est capable d'avoir de l'information beaucoup plus fine. On ne va plus parler simplement de délai de paiement, on va parler de retard de paiement, on va parler de comportement de paiement. Alors, retard de paiement, c'est une date de paiement par rapport à un paiement qui aurait dû être effectué à une date donnée, c'est-à-dire que le client et le fournisseur négocient 60 jours, au bout du 61e jour, il y a un retard d'un jour, etc. Le comportement de paiement, c'est autre chose. Ça caractérise la façon dont travaille l'entreprise. Est-ce que c'est un bon payeur ou c'est un mauvais payeur? Comment on caractérise ce type de comportement? Imaginez un axe abscisse ordonnée. En abscisse, vous avez les retards de paiement à plus de 90 jours. Et en ordonnée, vous avez les paiements à l'heure. Évidemment, l'entreprise qui a un mauvais comportement de paiement, c'est celle qui a à la fois un très faible pourcentage de paiement à l'heure et qui a un taux très élevé de paiement à plus de 90 jours. C'est grâce à cela qu'on aura cette information. Donc aujourd'hui, comme Khalid l'a dit, on a l'information sur les entreprises marocaines qui travaillent avec des fournisseurs étrangers. Et d'ailleurs, je me suis amusé à regarder une entreprise que je reçois. Il était intéressant de voir que par rapport au paiement à l'international, elle était en paiement quasi comptant, c'est-à-dire 0 jours, 15 jours grand maximum. Et quand je suis allé voir ces chiffres en local, elle était à plus de 220 jours de délai de paiement. Donc déjà, on voit un écart qui est extrêmement important entre le local et l'international. Après ces chiffres, quand on va commencer à pouvoir, quand on aura mutualisé cette information, quand elle sera diffusable, on sera capable de produire des chiffres de manière trimestrielle, semestrielle, annuelle sur les retards de paiement. Ça pourra venir par la suite compléter les données qui sont aujourd'hui disponibles sur la partie privée, sur les délais de paiement privés aujourd'hui, qui seront diffusés par l'Observatoire. Et c'est à peu près le même cadre que l'Observatoire français, puisqu'aujourd'hui notre homologue français, notre partenaire Altares, est partenaire justement de l'Observatoire via les données du Duntrade. Et c'est cette donnée qui vient alimenter en partie les données qui sont publiées en France. Alors, autre avantage, j'ai parlé de pratiques culturelles, effectivement. Aujourd'hui, avec le Duntrade, on permet à une entreprise de dire, voilà, cette entreprise-là, elle me paye mal. Mais pas de le dire directement, de le dire à travers plusieurs témoignages. Ce témoignage, c'est les données comptables des différents partenaires. Donc, on a un témoignage, justement, sur ces pratiques culturelles. Et une fois que c'est affiché, parce que c'est ça l'objectif, c'est de dire qu'il existe aujourd'hui un cadre pour permettre aux entreprises de savoir qu'il y a des bons et des mauvais payeurs. À partir du moment où ce cadre existe, on aura la possibilité de faire baisser, de faire pression sur les mauvais payeurs pour que ces chiffres baissent. Et donc, on est dans le cadre d'une transparence totale. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi l'avantage pour l'entreprise elle-même d'adhérer à ce programme? L'avantage est quand même multiple, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a un avantage déjà, c'est que le Duntrade permet, effectivement, l'entreprise communique son information sur ses clients, mais elle reçoit en retour de l'information sur comment se comportent justement ses clients par rapport aux autres fournisseurs et aux autres fournisseurs du même secteur d'activité qu'elle. Donc, l'entreprise partenaire sera toujours dans la possibilité de se comparer par rapport aux autres fournisseurs. Et donc, clairement, si par exemple je travaille avec un client qui me paye à 90 jours, mais que l'autre, je sais que j'ai une information sur un autre fournisseur et il est payé à 30 jours, j'ai la possibilité d'appeler ce client en question et lui dire, écoute, je suis désolé, mais il y a un problème. Pourquoi moi je suis payé à 90 jours alors que l'autre en face, qui fait la même chose que moi, il est payé à 30 jours? C'est une information qui a un impact déjà pour l'entreprise qui lui permet de sélectionner les bons et les mauvais partenaires. Les bons partenaires, c'est ceux qui vont être réglo, qui vont payer en temps et en heure. Les mauvais partenaires, c'est ceux qui vont mal me payer, qui vont mal payer les autres et qui, voilà. J'ai intérêt à diminuer mon courant d'affaires avec cette entreprise. Autre information importante, ça permet surtout de limiter le risque de crédit de l'entreprise. Parce que, évidemment, je fais affaire avec une entreprise que je connais bien et dont j'ai le comportement de paiement. Donc, évidemment, j'ai moins de risques en matière de recouvrement de mon cash flow. J'ai une amélioration de mon DSO et, in fine, ma trésorerie s'améliore. C'est ça l'objectif final du Duntrade.
Tout le reste est théorique pour l'entreprise. Si je viens lui présenter et je lui dis, in fine, ton DSO va s'améliorer et ta trésorerie s'améliorera, ça c'est concret et effectivement c'est ce qu'elle aura in fine. Voilà, donc je pense que on allait très vite parce que je pense que l'objectif c'est plus d'expliquer la philosophie. Mais clairement, on sait que c'est un gros challenge. Maintenant, effectivement, on y voit beaucoup d'avantages. C'est quelque chose qui se fait ailleurs et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le Maroc ne fasse pas aussi bien que ce qui peut se faire ailleurs. Mais évidemment, on est ouvert à vos questions. Alors tout ça va être repris lors d'une conférence que nous organisons le, le 14 novembre prochain, donc au même endroit. On y aura peut-être un peu plus de place. Mais en tout cas, au cours de laquelle nous allons inviter un maximum de PME. Nous avons comme partenaires donc des partenaires institutionnels, CGEM, CFCIM, des partenaires aussi financiers, puisque les financiers sont clairement concernés comme des banques par la problématique et eux-mêmes vont inviter leurs PME qui peuvent demain être sensibles au sujet. Alors nous avons 3 grands thèmes qui sont prévus. D'abord, on voulait parler de l'information. On va rentrer beaucoup plus dans le détail que ce qu'on vous a présenté. Vous êtes tous bien évidemment cordialement invités. Et nous allons organiser donc, dans un premier temps toute une présentation sur l'importance de la data. Il y aura un partenaire de DB au niveau mondial. DB, c'est une entreprise américaine. Donc, dans la data, ils sont assez forts. Et qui va présenter le rôle de l'information dans les processus de décision. Il y aura un deuxième sujet qui sera celui de la compliance que j'ai abordé très rapidement, mais pour lequel on fera un focus et qui aujourd'hui est un sujet qui est, on va dire, qui fait partie prenante des sujets d'actualité, la conformité, la compliance. Et puis nous présenterons en partie 3 le programme beaucoup plus en détail. Il y aura le président de la commission financement et délai de paiement de la CGEM et j'espère aussi le secrétariat général de l'Observatoire des délais de paiement au niveau du ministère des Finances. Nous aurons des témoignages de grands groupes, notamment sur comment eux utilisent la data dans leur process, avec 3 grands groupes à dimension panafricaine et même internationale, donc notamment le groupe OCP, Tijari Wafa Bank, et un peu une surprise, donc la Sonatrach, qui est, comme vous le savez, la plus grande entreprise algérienne et aussi un des plus grands groupes internationaux dans le domaine des hydrocarbures. Voilà, donc nous sommes tous les deux à votre disposition pour les questions. J'espère que, en tout cas, le sujet, en tout cas, il est d'actualité, mais qu'il est suffisamment intéressant pour les détails. Vous avez la présentation et l'ensemble des détails au niveau d'une clé qui vous a été remise. Vous sera remise. Ah, qui vous sera remise. Donc tout ce qui a été présenté vous sera remis. Et bien évidemment, moi je suis, Monsieur Diouli, disponible pour les questions que vous pouvez avoir sur le sujet. Voilà, merci. On va commencer par les femmes. Si vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite on pose des questions dans l'ordre. Une question qui a été soulevée par M. Bourré, c'était l'investigation sur ces délais, parce qu'elles étaient basées sur les documents que les entreprises elles-mêmes présentaient. Dans le cas inverse, pour le cas de votre programme, c'est vrai que vous avez recoupé plusieurs données qui vous sont communiquées par les entreprises. Mais quelle serait la marge, on va dire, d'erreur et par ailleurs, quelle forme aura cette data? Est-ce que ce sera des factures? Est-ce que ce sera des échanges? Histoire de s'assurer de la fiabilité de l'information qui vous sera communiquée. D'accord. On répond question par question? D'accord. Je réponds et ensuite... Alors, M. Borges, que je connais bien, effectivement, il a soulevé la question pas de la fiabilité. Il a dit que je me souviens très bien du terme, parce que j'en ai parlé juste avant. Donc on avait échangé avant qu'il pose ce sujet. Il a parlé du fait que les publications sont basées sur un mode déclaratif. Bon,
Alors, les établissements publics ont comme actionnaire l'État. Et donc le président, c'est le ministre des Finances. Et donc lui, il a un pouvoir direct sur ces établissements. C'est-à-dire qu'il les appelle, il leur dit, bon, vous allez publier les chiffres des délais de paiement de vos fournisseurs. Alors, il a ce pouvoir, mais moi, personnellement, ni la CGEM, ni qui que ce soit n'a le pouvoir d'appeler l'ensemble des entreprises du Maroc et leur dire, donnez les délais de paiement sur vos fournisseurs. Et elles ne le donneront pas. Parce que les Marocains, et c'est logique, et n'importe où dans le monde, personne ne va donner les délais de paiement de ses fournisseurs, parce qu'il peut déjà ne pas respecter les délais en question. Alors, première interrogation, c'est vrai que lorsque les établissements publics ont publié leurs chiffres, qui peut contrôler cette information? Au jour d'aujourd'hui, personne. On part sur la bonne foi, et je pense qu'elle est vraie, c'est une approche de bonne foi de l'État, notamment par rapport au discours qui a été fait en été 2018 par Sa Majesté. Et là-dessus, je pense qu'ils ont fait un effort, ils ont mis des plateformes. Alors après, de l'autre côté, vous allez avoir des fournisseurs qui considèrent que ces chiffres ne sont pas bons. Parce que je le sais, je suis à la CGEM, et je vois des fournisseurs qui disent non, non, on est à des délais beaucoup plus longs. Quelque part, à travers ce programme, nous allons, j'espère, à terme, recouper l'information. Parce que dans les différents clients, dans les différents fournisseurs, il y aura des clients étatiques. Et on va comparer les chiffres qui sont donnés par les établissements publics avec les chiffres que nous pouvons avoir. Donc ça, c'est la question des établissements publics. Après, vous allez me dire nous-mêmes qui nous contrôle. C'est une bonne question, elle est légitime. Alors, nous sommes partis de l'inverse. Nous sommes partis du fournisseur qui va donner un délai de paiement vis-à-vis de son client. Tout simplement parce que on est certain que si je viens chez une entreprise et je lui dis « dis-moi comment tu payes tes fournisseurs », elle ne va pas vouloir me donner l'information. Par contre, si je vais chez un fournisseur et que je lui dis « dis-moi comment toi tu es payé », c'est sûr, il subit le problème du délai et du retard. Donc il va avoir plus tendance à me le donner. Donc déjà, l'approche est différente. Elle part du fournisseur. Après, c'est toute, et là je suis d'accord avec vous, c'est toute la crédibilité. C'est vrai que là, il faut être un spécialiste de la donnée. Nous sommes extrêmement exigeants sur un partenaire. Ce n'est ni du déclaratif, d'accord? Ce n'est pas... il y a un cadre contractuel, juridique, pour un partenaire. C'est basé d'abord sur une comptabilité, une extraction de la comptabilité. Donc on part vraiment de la comptabilité, c'est-à-dire celle que vous vivez tous les jours, sur laquelle vous allez payer des impôts, sur laquelle vous allez être sanctionné. Et donc, notre engagement, l'engagement du partenaire vis-à-vis de nous doit être très fort. Donc c'est une extraction de sa comptabilité et de ses factures, comme vous l'avez très bien dit. On rentre dans le détail du détail. Alors vous allez me dire pourquoi il va jouer le jeu? Il va jouer le jeu parce que, d'abord, bon, c'est sûr que nous sommes crédibles à travers le programme, l'international, notre savoir-faire, notre métier. C'est notre métier. Hein. Il va jouer le jeu parce qu'aussi, il voit que les process sont extrêmement précis et cadrés. Il y a un document contractuel. Et puis, il joue le jeu parce qu'on lui donne des outils. Je ne suis pas rentré dans le niveau de détail, mais peut-être qu'on le présentera à la conférence, c'est un peu technique. On lui donne des outils qui, demain, vont lui permettre aussi de gérer son portefeuille et de gérer ses délais de paiement. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord que les premiers sont les plus courageux, parce qu'ils ne vont pas encore voir les conséquences du fait qu'ils jouent le jeu. Mais à terme, oui, ils verront clairement les conséquences. Et aujourd'hui, moi je sais qu'à l'étranger, dès que vous travaillez, les gens regardent tout de suite cette information. Ils ne travaillent que sur la base de cette information. Elle est centrale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais voilà. Pardon, si vous pouvez. Je peux faire passer un micro peut-être? Il y avait un deuxième micro. Il y en a un, il est là, il est juste là. Il n'est pas là. Bonjour, Ali Aïbad, journal Ittihad. Moi j'aimerais savoir comment ce programme va-t-il arriver à assurer l'anonymat et la confidentialité des données, alors que son objectif est de mettre entre les mains de ses adhérents une plateforme transparente sur les mauvais et les bons élèves des retards de paiement. D'accord. Alors, l'anonymat, il est fait
pour celui qui donne l'information. D'accord? Je vais reprendre le schéma, je pense qu'il résume tout. D'accord? Voilà, celui-là. Celui qui donne l'information, qui est là, lui, effectivement, il est anonyme. Parce que sinon, si tout de suite, il commence à dire, moi, mon client 1, mon client 2, mon client 3 me paye mal et que tout le monde le sait, déjà, ces clients, ils risquent de mal le prendre. Par contre, ce qui n'est pas anonyme, c'est l'information qui arrive sur le client. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, InfoRisque, je joue le jeu. X, Y, Z me paie mal. Je vais mettre ça dans la plateforme. Et puis un autre joue le jeu. Lui aussi anonyme. Il va le mettre sur la plateforme. Mais à un moment, on va dire, ben, le client en question, on ne va pas dire il paie mal le fournisseur 1 ou le fournisseur. On va dire, on a une expérience qui dit qu'il paie mal, une deuxième expérience qui dit qu'il paie à telle durée, une troisième qui dit qu'il paie à telle durée. D'accord? Et vous allez avoir l'information. On ne va pas dire un tel dit de vous que. Là, on passe, si vous voulez, à l'étape d'après, qui est une procédure de recouvrement, etc. On réfléchit à ces sujets, bien évidemment. Mais pour l'instant, on va plus dire, ben, le client, on a eu 10 fournisseurs, on ne dit pas qui c'est, qui sont payés entre 100 et 200 jours, qui fait une moyenne de 150, mais dans le détail, on peut même aller dans le détail. Pour tel type de facture, entre temps et tel montant, il a payé à 200 jours. Alors c'est très marrant parce qu'on a remarqué, même à l'étranger, que plus vous êtes petit, plus vous êtes payé dans un délai long. Moi, je peux vous donner un exemple de Zara. C'est marrant, c'est espagnol. On les a, on peut vous le montrer tout de suite. Vous voyez tout de suite que quand un petit il le paye lentement et un gros, et c'est normal parce que le petit, il n'y a pas d'enjeu. Ils disent, bon, au pire, je le fais un peu traîner. Le gros, il est important pour moi. C'est lui qui est dans mes process, c'est lui qui me produit, je ne sais pas quel type d'habit. Et donc, il faut que je le préserve et que je le traite mieux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement local, mais sauf que chez nous, c'est extrêmement poussé. Et que surtout, on a une cartographie des entreprises au Maroc qui fait que 80, j'ai les chiffres, hein, plus de 90% sont des toutes petites entreprises. Donc on a une asymétrie qui fait que le petit souffre énormément. Et je pense que c'est une manière de dire au gros, bon bah écoutez maintenant l'info circule. Et nous, franchement, notre objectif, c'est d'avoir le maximum de grandes entreprises pour lesquelles on ait les comportements de paiement. Parce qu'on dit quelque part, bon, arrêtez, vous avez beaucoup d'avantages, vous êtes gros, mais ça se voit, vous payez très bien. Bon, maintenant, on ne peut pas le dire de manière aussi claire, mais en tout cas, c'est l'objectif du programme. Mais l'anonymat, il est complètement garanti sur celui qui fournit l'information. Une question? Oui, ça y est. Bonjour monsieur, je voulais juste savoir, au début, au fur et à mesure que vous commencez à recruter les premiers partenaires, est-ce que l'information est vraiment fiable? Par exemple, si sur le client 1, on a au début que l'information du fournisseur 2 parce que c'est le seul partenaire. Donc clairement, ça ne donne pas une image complète parce que peut-être qu'ils ont une mauvaise relation entre eux. Et peut-être aussi qu'il y a même les fournisseurs, les premiers qui vont vouloir adhérer, c'est ceux les plus énervés contre leurs clients parce que, ah oui, moi j'en ai marre, je suis tous les mois et tout, donc je veux adhérer parce qu'il faut mettre fin à ça. Tandis que l'autre, bon, moi je m'entends plutôt bien, donc on verra l'année prochaine, on n'est pas pressé. Et du coup, à titre d'exemple, je veux savoir par exemple, pour un pays comme la France, combien de temps ça a pris entre le lancement du programme et le fait qu'il a fait une taille critique qui lui permet une totale fiabilité. D'accord. Alors, sur la première partie de la question, l'information qui nous est fournie, c'est une information qui est totalement objective, c'est-à-dire qu'on parle de données comptables. C'est même pas la perception du client par rapport, du fournisseur par rapport à son client. Je parlais plus de différents clients, justement. Non, justement. Et d'ailleurs, on nous communiquera. Pour nous, une information, elle est diffusable à partir du moment où on a deux informations qui concordent sur un client donné. C'est-à-dire, je reçois une information d'une entreprise sur un client, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera diffusable immédiatement. Il en faut au moins deux. Il faut recouper l'information pour qu'elle soit fiable. Et c'est ça notre process. Donc, objectivité totale de l'information. Après, la fiabilité de l'information, de toute façon, l'information, elle nous provient tous les mois directement de la comptabilité du client sur un serveur sécurisé. Après, s'il y a des anomalies, ce qui peut arriver, parce que la comptabilité, parfois, c'est une science exacte, mais elle n'est pas toujours pour tout le monde,
on va le remarquer de toute façon. On remarquera des anomalies puisqu'on a l'ensemble des factures, des paiements. On saura exactement s'il y a un problème et on pourra échanger avec l'entreprise en question. Donc l'information, elle est traitée, quoi qu'il en soit, elle n'est pas diffusable telle qu'elle. C'est-à-dire que je reçois une information et immédiatement elle est disponible. Elle est d'abord traitée, elle est ensuite consolidée et c'est à partir du moment où elle est consolidée qu'elle est diffusée. Après, sur la deuxième partie de la question, donc la France, je pense que ce n'est pas un très bon exemple parce que là, le programme français a été lancé au début des années 2000. On n'était pas comme aujourd'hui où le développement des NTIC, etc., Internet, enfin je veux dire, l'information, c'était beaucoup plus, elle circulait beaucoup plus difficilement entre guillemets qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en un clic, vous avez l'information, vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. À ce moment-là, effectivement, l'état des NTIC en France faisait que le programme n'était pas si attractif qu'il l'est aujourd'hui. La diffusion la diffusion de l'information n'était pas aussi rapide. Donc je pense que ce n'est pas un très bon exemple. Il y a d'autres, je vais prendre le cas d'autres programmes qui ont été lancés dans des pays similaires en termes de comportement de paiement au Maroc ces dernières années. Et c'est des programmes qui ont pris extrêmement rapidement, du fait que justement l'information a circulé très rapidement, l'information est accessible très rapidement, elle est transmise facilement grâce au NTIC, et donc forcément ça a favorisé l'essor du programme. Bon, alors attention, peut-être la France, ils ont quand même aujourd'hui, sur les 400 millions, il y a plusieurs millions, je ne sais pas quel est le chiffre exact, 2 ou 3 millions, je ne sais pas. Alors ils ont plusieurs millions effectivement d'expériences de paiement, Oui. Mais surtout ils ont 1200 partenaires qui leur permettent de couvrir l'ensemble du spectre des entreprises françaises. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 4 Bon, de toute façon, on va avoir le jeudi, je crois, le spécialiste, il arrive. Vous pouvez lui poser les questions directement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la data a pris une dimension, il y a eu une accélération ces dernières années. La France est aujourd'hui à 11 jours, c'est ça, pas autant de paiement. Bon, si on arrive demain à 11 jours, on sera tous très contents. Ce que je veux dire, c'est que ils ont 1000 et quelques partenaires, ils ont 200 millions d'expériences de paiement. Alors, ce qui est intéressant pour nous, on ne va pas vous le cacher, c'est que on communique au travers de notre écosystème. Donc c'est sûr qu'un grand groupe français qui a une filiale au Maroc, ça va nous aider. Et je ne vais pas vous le cacher qu'on a initié aussi des démarches dans ce sens, puisqu'ils jouent déjà le jeu à l'étranger. Et donc on joue sur cet écosystème pour pouvoir accélérer le programme. Maintenant, on est d'accord, hein, si le programme met 15 ans, ça ne sera peut-être pas très bon. Nous, on veut aller assez vite. C'est la raison pour laquelle on compte aussi sur vous, sur la capacité à diffuser en tout cas l'information. Et puis surtout, je pense pour une PME, elle n'a rien à perdre et elle a tout à gagner. Donc, mais par contre, la contrepartie, c'est qu'on est exigeant. Je suis d'accord sur la qualité de la donnée qu'elle nous donne et si on sent que l'entreprise... Alors ça, c'est intéressant comme question parce que on a découvert, c'est que plus vous descendez, moins c'est structuré. Et nous, on ne peut pas travailler avec une entreprise qui n'est pas un peu structurée. C'est pour ça qu'il y a tout le monde des experts comptables qui doivent être sensibilisés sur ce sujet, parce que c'est notre crédibilité qui est en jeu. Si on n'a pas une information structurée, on ne peut pas derrière traiter et diffuser. Donc c'est sur ça, je pense, que le challenge va jouer. C'est que nous, on veut descendre sur de la TPE-PME, mais en même temps, il faut que l'entreprise... Alors après, c'est un sujet que tout le monde soutient, hein, que ce soit les banques, les entreprises structurées, les impôts veulent des entreprises structurées, tout le monde des entreprises structurées. Bon, après, le quotidien fait que les entreprises ne peuvent pas toujours avoir les moyens d'avancer dans cette structuration. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On va peut-être prendre un temps. Comme vous voulez. Bonjour. Il fonctionne, tout à l'heure il a... Je sais pas comment... Bon, c'est pas grave. Bon, allez-y, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Khalid, je suis journaliste au Inspiration Eco. Alors c'est vrai que vous avez parlé Juste des questions peut-être pour les gens qui partent, Nora. On peut voir pour les clés, pour les gens.
Ah, très bien, d'accord, merci. C'est Excusez-moi. vrai que vous avez parlé un petit peu des délais de paiement, mais vous n'avez pas évoqué les moyens de paiement. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise en ce qui concerne les lettres de change, par exemple, est-ce que vous avez intégré cette problématique dans votre programme? Oui, je réponds. D'accord. Et la deuxième question, comment vous allez faire pour convaincre les mauvais payeurs d'adhérer à votre programme? C'est pas les mauvais payeurs qu'on veut convaincre, c'est ceux qui sont payés par les mauvais payeurs qu'on va convaincre. Et eux, ils sont faciles à convaincre parce que justement, ils subissent les retards de paiement de ces mauvais payeurs. D'accord. On ne va jamais aller voir les mauvais payeurs, on sait qu'ils La vont pas troisième nous... question, vous avez dit tout à l'heure que vous allez essayer quand même de dérouler rapidement dans l'écosystème des PME TPE. On sait que dans ce secteur-là, il y a une problématique qui se pose, c'est la disponibilité de la donnée. Est-ce que vous êtes conscient de ce défi-là? Alors, Attends. Vous tablez sur combien d'entreprises, par exemple, pour D'accord. la première année? Bon, sur les premières questions, je pense qu'on a plus ou moins répondu. Oui, pour les lettres de change, non, on ne va pas voir les mauvais payeurs, on va aller voir les entreprises qui subissent au contraire des délais de paiement longs. La troisième question, oui, est-ce que l'entreprise dispose de la donnée? Bon, ben, nous, on part du principe qu'une entreprise dispose non pas de la donnée, mais d'une comptabilité. Et une comptabilité bien tenue, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Vous avez la DGI qui a mis en place des portails. C'est un sujet qui devient sérieux. Je veux dire, vous tenez mal une comptabilité, vous risquez d'avoir des soucis. Je pense que là-dessus, bon, autant sur le PLF, vous avez vu que le ministère des Finances veut un peu tourner la page sur 2020 à travers des amnisties, etc. Mais je pense qu'après, c'est pas normal. Le chiffre qui a été annoncé, vous étiez peut-être là lundi, au niveau de la conférence CGEM, ministère des Finances, il a sorti un chiffre, je crois que c'était 80% des PME sont déficitaires. Bon, c'est un moment, on ne peut pas dire on va baisser l'IS, on ne peut pas dire on fait des assises pour aller vers une convergence fiscale et ne pas élargir l'assiette fiscale. Donc je pense que l'élargissement de l'assiette fiscale, il va se faire avec il se fait avec les technologies, mais il se fait aussi à travers, derrière, le ciblage, je pense, plus important au niveau des TPME. Et donc les TPME doivent tenir une comptabilité. Bon, à partir du moment où elles tiennent une comptabilité, nous, encore une fois, comme je l'ai dit, nous leur donnons un outil pour parler, pour s'exprimer. Vous pouvez appeler ça démocratie, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est une voix que nous leur donnons, qui est gratuite et qui leur permet de s'exprimer sur les délais de paiement. Alors après, soit celle qui ne tient pas une bonne comptabilité, bon ben elle n'a pas de voix, mais voilà, il faut être cohérent. On parle si ce qu'on dit est réel. Et je pense que vous êtes tous dans cet état d'esprit en tant que journaliste. Vous vérifiez vos sources et il faut que vos sources soient réelles. Nous, on dit la même chose. On dit, vous voulez nous donner l'information et il faut que votre source de données soit fiable. Donc là-dessus, c'est un principe chez nous. Celui qui ne tient pas une bonne comptabilité, on ne peut pas travailler avec lui. Alors après, sur le nombre, c'est une excellente question. Ce n'est pas uniquement lié à un nombre. C'est lié surtout à un nombre intéressant, qui a suffisamment de contreparties. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes une entreprise, vous avez 5 clients, bon, vous êtes un partenaire. Vous avez 5000 clients, bon, vous allez multiplier par 1000. Donc, l'important pour nous, c'est d'avoir beaucoup de contreparties. Parce que plus vous avez de clients, plus on va être capable de construire des délais de paiement sur les entreprises. Vous avez tout de suite tapé 5000. Alors, donc c'est ça en fait le pari. C'est la combinaison du nombre de partenaires avec le nombre de contreparties. Et puis idéalement aussi, on veut toucher à un nombre de secteurs importants. Ça ne sert à rien qu'on soit tous focalisés. Moi, je peux vous faire demain, on prend les supports médias, vous allez me donner un excellent échantillon sur les agences, que je pense que les agences sont l'essentiel de vos clients. Bon, après, on n'aura pas couvert l'économie marocaine. C'est-à-dire, on aura peut-être un bon focus sur votre écosystème, mais on n'aura pas élargi à l'ensemble des entreprises. Bon, en tout cas, nous visons idéalement plusieurs centaines, rapidement. Nous nous appuyons sur nos partenaires qui sont des relais de sensibilisation. Encore une fois, CGEM, CFCIM, établissements bancaires et financiers. Nous avons déjà vu des banques, bien des banques partenaires. Toutes les banques sont intéressées parce qu'elles trouvent que c'est quand même aussi leurs enjeux qui sont en question.
parce qu'elles ne veulent plus financer du délai de paiement. Elles veulent financer du vrai projet, elles veulent aussi élargir leur financement sur d'autres catégories d'entreprises. Donc je pense qu'on est sur, un momentum qui est un momentum d'actualité. Après, est-ce qu'on va atteindre 100 000 ou 5 000? Je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre de comment les entreprises vont réagir. Et peut-être que le jour de la conférence, on va voir quel va être le débat et quelle va être l'interaction. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des entreprises qu'on a vues, 95% trouvent le sujet intéressant. Et ce qui est assez marrant, c'est que 95% trouvent l'idée très bonne. Par contre, l'opérationnalisation est, on va dire, plus lente. Parce que les gens se rendent compte que leur compta, parce que nous on est très exigeants là-dessus. Par exemple, leur référentiel client n'est pas toujours propre. Il faut qu'ils revoient un peu leur process. Il faut qu'ils dédient une personne. Peut-être pour ça au début, ils n'ont pas toujours le temps. Voilà, c'est un aspect purement opérationnel. Mais l'idée en tant que telle est très bien accueillie. Vous avez une question? En fait, ça révèle un peu sa question, savoir en fait combien de prix, en fait, combien d'entreprises avez-vous recruté jusque-là, et ça vous donne en fait, assez à combien d'entreprises en général. Et savoir déjà aussi si vous avez commencé à collecter des informations. Et sur cette base, est-ce qu'on peut dire que la situation est plus critique ou moins critique par rapport aux délais de paiement qu'on connaît aujourd'hui, qui sont officiels aujourd'hui? Alors, les délais de paiement qui sont officiels aujourd'hui, c'est les nôtres. Donc, alors, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez un bilan en fin d'année, c'est une agrégation de tout ça. Vous prenez le poste créance, client, c'est une agrégation, une moyenne, je pense qu'Amine pourra mieux en parler que moi. Donc nous avons aujourd'hui des chiffres déjà. D'ailleurs, les chiffres qui sont fournis à l'Observatoire pour le secteur privé, c'est nous qui les fournissons. Nous les fournissons à la CGEM qui elle-même les fournit. Bon, la situation, elle n'est pas bonne, elle se stabilise un peu. D'ailleurs, c'est un problème parce que l'État a injecté les crédits de TVA. Elle a pensé que ça allait avoir une conséquence sur le délai inter-entreprise privée. La situation se stabilise. Je pense qu'Amine pourra vous donner plus de chiffres que moi, notamment il a même les chiffres 2018 maintenant. Mais elle est toujours basée sur une approche bilancielle. Donc c'est une photo, une fois par an. Et je vais vous dire quelles sont les limites de cette photo. Vous êtes au 1er janvier. Vous émettez une facture de 1 milliard de dirhams. Vous n'êtes payé que le 31/12. Vous avez un retard, vous avez un délai de 12 mois. Il ne va pas apparaître dans un bilan. Nous, avec ça, demain, il apparaîtra. Et il va complètement sortir des statistiques. Et là, aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'est capable de vous donner cette finesse dans l'analyse. Nous espérons la mettre en place demain. Mais je reconnais que ce n'est pas encore, nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui de chiffres pour pouvoir faire ce traitement. À l'heure où je vous parle, nous avons quelques entreprises partenaires. Nous testons aussi, parce que nous découvrons l'usine. Là, on est dans le dur, on est dans la mine. La comptabilité, les factures, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère être franc avec vous. Les statistiques qui sortiront de ce programme ne pourront se faire qu'à partir du moment où on a une masse de données suffisante. Donc nous sommes toujours aujourd'hui sur l'approche classique. C'est l'approche qui est utilisée par l'Observatoire. Il n'y en a pas d'autre. Elle a clairement ses limites. Je vous en ai parlé. Nous vivons avec, mais nous espérons qu'avec ce complément, nous irons dans des choses beaucoup plus fines et qui seront beaucoup plus impactantes. Bien sûr, oui. Ismaïla est une entreprise. Je voulais savoir quels sont les secteurs d'activité qui souffrent, qui sont problématiques aujourd'hui de l'aide paiement. Je pense que je connais ça mieux que moi. Ouais. Bah, c'est aussi les entreprises, les secteurs qu'on va aller aussi démarcher, notamment la distribution, les grossistes qui souffrent la distribution. Alors aujourd'hui, le secteur de distribution, c'est le secteur qui a les délais de paiement les plus longs, notamment quand les TPE qui dépassent les 200 jours. Et c'est eux qu'on va aller voir parce que c'est aussi eux qui ont le plus de contreparties, c'est eux qui souffrent le plus, c'est eux qui ont le plus de contreparties, donc c'est eux qui vont plus facilement nous donner l'information parce que justement ça permettra d'afficher des données qui aujourd'hui n'existent pas sur le marché. L'immobilier aussi, je pense, avec la crise, oui. Oui, bien sûr. D'autres secteurs qui souffrent, l'immobilier, le BTP, effectivement. D'ailleurs, j'ai rencontré récemment une entreprise de la filière BTP, un sous-traitant de 3e rang, et effectivement, il subit les délais de paiement du
sous-traitant au-dessus qui subit lui-même les délais du donneur d'ordre. Effectivement, toute la filière souffre aujourd'hui et effectivement, c'est cette information-là qu'on vise à collecter. Voilà. Si vous voulez, bien sûr. Si j'ai bien compris maintenant, c'est que les données sur le secteur privé existent déjà au niveau de l'observatoire. Les délais de paiement par rapport au secteur privé existent chez l'observateur, sachant que c'est pas lui qui nous expliquer. Ma question, c'est qu'est-ce qui empêche l'observatoire de publier, à l'instar de ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport aux établissements privés, le top 10 des entreprises privées les mauvais payeurs? Est-ce que c'est déjà ça, c'est la première question. Une deuxième question par rapport aux sanctions, parce que vous avez tout à l'heure évoqué le cas de la France. Vous avez dit qu'il y a un système de sanctions qui a été mis en place. Le ministre des Finances, lors de la rencontre avec la CGM, a évoqué que parmi les solutions qui étaient posées sur la table, la possibilité de sanctionner les mauvais payeurs, par exemple, l'histoire de la liste grise, la liste noire des entreprises qui peuvent éventuellement ne pas souscrire aux appels du marché public, etc. Est-ce que c'est envisageable d'arriver à un système de sanctions pour le secteur privé? Bon, alors, bon, moi je connais assez bien l'Observatoire pour. Et j'espère franchement que la semaine prochaine, moi j'ai invité les gens de l'Observatoire. De toute façon, ils sont là, même Bokhalès est membre de l'Observatoire. Alors, l'État peut publier des entreprises parce que le ministre a décidé de publier les chiffres sur les entreprises publiques parce qu'il a le pouvoir de publier. Je pense que publier des chiffres sur le secteur privé, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'abord parce qu'il faut avoir la bonne information, parce qu'il n'a pas la comptabilité de l'entreprise privée. Autant le public, il a la main. C'est ce que j'ai dit, c'est toute la différence de ce que nous mettons en place par rapport à ce qu'a fait le public. C'est la complémentarité. Donc il n'a pas la main. Deux, c'est un sujet compliqué, un peu politique, parce que au Maroc, ceux qui payent des impôts, c'est aussi ces grandes entreprises. Donc vous allez mettre sanction sur sanction. Alors je sais que là-dessus, il y a une forme d'hésitation qui est un peu aussi légitime, parce que vous allez avoir 2% des entreprises qui payent 80% d'impôts, si en plus vous rajoutez des sanctions, et c'est des sanctions sur les dettes de paiement qui donnent une très mauvaise image, qui ont des conséquences. Et donc je pense que là-dessus, c'est une réflexion qu'il doit mener. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites, si vous voulez, parce que moi j'ai regardé un peu comment les sanctions sont faites à l'étranger. C'est quelque chose qui est très sensible. Ça veut dire qu'il faut que les comptabilités soient très bien tenues. Si vous dites par exemple à une entreprise, une grande entreprise, je vous donne un exemple très simple. Ben voilà, nous au bout de 60 jours, c'est le délai de paiement de la loi, et au bout de 61e jour, la sanction commence à tomber. Il va s'amuser à ne pas mettre la facture dans le système comptable. Qui vérifie ce qu'il le fait? Il le fait. C'est-à-dire qu'il faut auditer. Il faut rentrer dans le détail du détail. Et ça, l'État, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas son rôle. Aujourd'hui, les experts, les commissaires aux comptes publient normalement dans le rapport des commissaires aux comptes les délais de paiement. Est-ce qu'il y a une sanction? Prenez n'importe quel rapport du commissaire aux comptes, c'est obligatoire. Vous avez les délais. Est-ce qu'il y a une sanction? Non. Donc, moi, le sujet de la sanction, je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que il touche plein de conséquences, des conséquences, voilà, sur. Il ne faut pas qu'on aille dans. On a vu l'impact un peu de tout ce qui s'est passé sur les contrôles, sur l'économie, les gens qui ont gardé leur cash. On peut rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc moi, je pense que nous faisons notre métier, collecter de la donnée. Avec des process, une dimension internationale qui sait le faire, qui a partagé avec nous la manière de le faire, et après, c'est à l'État soit d'exploiter, de ne pas exploiter, soit de prendre d'autres mesures qu'il peut envisager de faire. Moi, je le vois comme ça, et je pense que c'est mieux. Après, si
il y a une décision qui va au-delà, ben après chacun doit bien mesurer. Je pense qu'ils l'ont mesuré parce que la preuve lui-même dit nous avons fait des efforts sur le public, ce qui est vrai. Le privé, c'est une affaire de privé. C'est une affaire entre un client et un fournisseur. Il ne va pas commencer à se mettre entre le client et le fournisseur. Donc voilà. Après, bien évidemment, il y a la loi. La loi, qui dit loi, dit justice, dit mais est-ce que un fournisseur, ça c'est un vrai sujet, il est suffisamment sûr de lui. On a un problème au Maroc, c'est la cartographie de l'économie. Beaucoup de TPE, beaucoup de PME, des grands groupes très forts. Vous avez des PME qui travaillent avec 2-3 clients. Ils ne vont pas aller les poursuivre en justice. C'est fini après, sinon elles meurent. Elles représentent 80% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est aussi ça qui a fait que la loi, les gens ne veulent pas aller jusqu'à la loi. Vous savez, même les intérêts de retard, ça a posé beaucoup de sujets. Les intérêts, déjà on ne vous paye pas, en plus vous devez facturer des intérêts. C'est-à-dire, quel est le client qui va accepter que vous lui facturez en plus des intérêts? Ces intérêts, si vous ne les comptabilisez pas, les impôts peuvent vous tomber dessus. Donc c'est un sujet qui, honnêtement, il n'est pas simple. Moi, je n'ai pas la réponse. Après, je sais que la CGEM, c'est un sujet central. Je sais qu'au niveau de l'ensemble des gens qui financent, c'est un sujet central. Nous apportons une pierre à l'édifice. C'est une pierre qui a son sens, qui a son rôle, et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble aux questions. Voilà. En tout cas, merci. Je pense que c'est un sujet intéressant, en tout cas j'espère, qui va dans le sens de l'histoire. Je vous remercie bien évidemment de votre présence. Et puis, bien évidemment, peut-être qu'il y aura des questions plus directes jeudi. C'est même horaire et au même endroit. Donc, je pense peut-être que ça va créer un échange peut-être plus terre à terre par rapport à des PME. Et puis voilà, nous on espère réellement, on y croit, et c'est un challenge pour nous, et je pense un challenge pour l'ensemble de l'économie.